suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire intitulé Accompagner la VAE à l'ère de l'IA, outils, pratiques et vigilance professionnelle. Donc merci en tout cas de vous être inscrits. Vous êtes nombreux à être inscrits pour ce webinaire organisé par Cap Métier. Nous sommes ensemble pendant 1 heure environ. Nous pourrons prolonger un petit peu les discussions s'il y en a. Je suis Christophe Croze, chargé de mission à Cap Métier Nouvelle-Aquitaine. Sont avec moi Yves Mesplé, donc à Cap Métier Nouvelle-Aquitaine, qui va s'occuper du chat. Notre intervenant Yannick Vigignol, donc qui est créateur de ChatGPT VAE Explorer, président de Matchcamp, qui va pouvoir intervenir et en tout cas participer concernant cet échange entre professionnels de la VAE, ainsi que Maude Pujol-Doré, qui est directrice du CIBC 33, qui est à la fois donc point régional conseil VAE et architecte accompagnateur de parcours. Merci Maude pour ta présence. Voilà, nous organisons donc un webinaire sur le sujet de l'IA et de la VAE, puisque l'intelligence artificielle transforme en profondeur, en tout cas, nos pratiques professionnelles. On l'a vu, nous en avons discuté il y a quelques semaines lors des journées Vincent Merle à Pessac sur toute l'utilisation de l'IA en formation, en orientation concernant l'emploi. Et forcément, c'est aussi intéressant concernant aussi les usages concernant la VAE. Donc on sait que l'intelligence artificielle, avec ses capacités d'analyse, peut être une aide précieuse pour, par exemple, aider à définir le projet, le repérage des compétences, la formalisation de l'expérience, par exemple, mais son usage soulève beaucoup de questions et des réserves. Donc, ce sera intéressant en tout cas de pouvoir en discuter ensemble, justement, comment faire, comment utiliser cet outil donc au service de l'autonomie du candidat sans se substituer à la réflexion du candidat. Comment sécuriser son usage dans un cadre éthique et réglementaire? Et puis, quels usages, en tout cas, faire pour la partie conseil, entretien conseil en VAE ou sur l'accompagnement? Et pour nous aider, en tout cas, sur cet échange, cette réflexion, Yannick Vigignol va pouvoir, en tout cas, nous aider et intervenir. Bonjour Yannick, Bonjour Christophe. c'est Bonjour tout le à, monde. c'est à vous. Merci, très bien. Bonjour à toutes et tous. Vraiment ravi de cette invitation par Cap Métier et ravi également de voir que ça a pu susciter autant d'intérêt vu le niveau de participation. Donc, je vais vous partager ma présentation. Voilà. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est de balayer avec vous un certain nombre de points qui ont pu être évoqués. Principalement, revenir un tout petit peu, sans aller dans le détail, mais sur comment fonctionne l'IA, ça a des conséquences ensuite sur son usage et notamment sur la VAE, voir les possibilités d'usage en VAE, deuxième partie, et notamment à travers l'exemple de VAE Explorer. Donc, j'ai pas été le créateur de ChatGPT, mais je me suis contenté de créer VAE Explorer. Euh, et un troisième point, effectivement, les points de vigilance sur lesquels on peut quand même s'attarder, puisque ça a des impacts sur vos pratiques professionnelles de conseiller VAE, de conseiller en évolution pro, de certificateur, selon vos origines et vos pratiques. Donc, je suis désolé, on va être sur un format webinaire, donc on va parcourir assez rapidement, mais effectivement, comme l'a dit Christophe, on aura un temps d'échange ensuite et on pourra revenir sur les points qui vous ont le plus intéressé. Euh, Rappeler en introduction que on dispose aujourd'hui d'une définition depuis juillet 24 de l'IA au niveau européen avec la publication de l'IA Act sur lequel les pays se sont accordés pour justement réglementer les dispositifs d'IA. Ce qui est intéressant, bon, c'est une définition qui est un peu complexe, qui cherche à couvrir tout le champ, donc bon, mais elle permet de mettre le focus sur un certain nombre de problématiques. La question du niveau d'autonomie dans l'IA qui doit être prise en compte, ce qui veut dire qu'on est face
à un outil qui commence progressivement à à faire des choix, à présenter les choses d'une certaine manière, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir à l'esprit quand on l'utilise. Euh, qu'il fonctionne sur la base d'objectifs explicites ou implicites. Donc, on verra plus spécifiquement sur l'IA générative qu'on fonctionne avec des prompts ou des invites, si on veut parler français. Mais donc, c'est bien nous qui sommes à l'origine de la commande. Et donc, selon la manière d'élaborer cette commande, on va avoir des résultats différents. Et puis, que l'IA a différentes formes et principalement deux grandes formes. La génération de contenu, que ce soit des images, du son, des vidéos. Donc, c'est ce qu'on appelle l'IA générative et c'est celle qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Et qu'elle peut également être une IA de prédiction, donc IA prédictive, sur la base d'éléments statistiques qu'on a collectés et qui peuvent permettre à l'IA ensuite de générer des résultats prédictifs. Alors, on pourrait avoir des applications dans le champ de la VAE, hein, si on imaginait qu'on avait la capacité de récupérer tous les livrets d'une certification donnée, par exemple, et de lui donner les résultats des jurys sur les 10 dernières années. Peut-être que l'IA sera en capacité de donner des scores de réussite pour délivrer. Ça pourrait être un domaine d'application qui n'a pas été exploré aujourd'hui et sur lequel on ne viendra pas. On va se concentrer sur le premier aspect qui est l'IA générative. Sur l'IA générative, alors, ce qu'il faut préciser, alors, ce qui est difficile, c'est que vous avez toutes et tous des niveaux d'appropriation de l'IA assez différents, mais je pense quand même qu'il faut rappeler, c'est la notion, le cœur du fonctionnement de l'IA générative. Le terme d'IA en français est assez trompeur puisqu'on parle d'intelligence artificielle, alors que le terme d'IA en anglais parle d'intelligence dans le sens, non pas intelligence, puisque c'est pas le sens du mot anglais, mais intelligence, c'est vraiment la notion d'information. Hein. Je vous renvoie à James Bond et les intelligence services services d'information d'espionnage. Eh ben, sur l'IA, c'est la même chose. L'IA est un outil de traitement de l'information. Hein. Elle n'a pas d'intelligence, elle n'a pas de raisonnement en propre. C'est plus un support pour s'approprier des ressources informationnelles, les retraiter et à partir de là, générer de nouveaux contenus. Euh, L'exemple que je vous montre là, c'est ce qu'on appelle donc ce qui est la méthode utilisée par les grands outils d'IA qu'on connaît aujourd'hui, ChatGPT, Gemini, DeepSeek. Ce sont des systèmes de tokens. Donc, on va prendre des phrases qu'on va découper alors en mots, voire en morceaux de mots, et on va les collecter un certain nombre de données, un nombre très très important de données sur le web, pour ensuite faire des calculs de probabilité du token qui va suivre le token qu'on a au départ. Si on prend un exemple simple, donc la phrase La France est un grand, on va avoir une probabilité que suite au mot grand, il y a un certain nombre de mots qui apparaissent. Alors, la probabilité la plus forte, ça serait pays dans ce cas-là, puisque la France est un pays. Et donc, on a une probabilité de 0,4 que le mot, donc de 40%, que le mot qui suit soit pays. Mais on pourrait aussi dire le mot centre. Donc ça, c'est l'IA qui, par la collecte de ces données, considère que dans 5% des cas, la phrase qui est dite, c'est la France est un grand centre de commerce, un grand centre culturel, un grand centre géostratégique, que sais-je, et ainsi de suite. Donc vous avez ensuite des mots avec des probabilités de ce type-là. Donc là, par défaut, l'IA va avoir tendance à proposer le mot pays, puisque c'est celui qui a la plus grande probabilité, et elle va ensuite appliquer la même règle de probabilité au token suivant, donc au mot suivant, et ainsi de suite, et constituer ainsi des phrases, des paragraphes complets. Les conclusions de ça qu'il faut retenir ici, et on pourra revenir si vous avez des questionnements, mais c'est que d'une part, il n'y a pas de raisonnement. L'IA, elle est asémantique. Dans ce qu'elle propose, elle n'est que sur un assemblage de briques et de tokens. Elle n'est pas du tout sur une compréhension globale de ce qu'elle présente, en fait. Euh, la conséquence, c'est que l'IA ne sait pas non plus expliquer ses réponses. Hein, si vous promptez, si vous lui demandez quelque chose et que vous poursuivez le prompt pour essayer de lui faire expliquer pourquoi elle vous a répondu telle ou telle chose,
vous allez voir qu'assez vite, ça va tourner en rond, c'est-à-dire qu'elle va continuer à dupliquer des informations sur le même sujet, mais sans nécessairement, à l'image d'un enseignant, par exemple, savoir vous expliquer dans le détail et la profondeur les raisons de ce raisonnement ou les raisons de cette présentation. Autre conséquence, c'est que une IA, elle a une forme d'agilité puisqu'elle sait traiter toute cette information pour générer de nouveaux contenus, mais elle va aussi générer des réponses différentes sur une même question, puisque à chaque fois, elle va refaire le format probabiliste, mais à l'échelle de millions et de millions de mots et de phrases et de sites, forcément, les réponses derrière ne seront jamais tout à fait les mêmes. Et donc, même si le sens général, et c'est ça la force de l'IA aujourd'hui, hein, c'est que quand elle vous fait une réponse, on a une impression de connaissances très fortes, de raisonnement très détaillé, très structuré. On aura des réponses différentes à une même question et on verra que il faut l'intégrer dans le domaine de la VE. L'autre aspect, c'est que l'IA ne reproduit que des idées existantes. La capacité créative de l'IA est extrêmement limitée. Elle ne va que présenter des choses qui existent déjà. Je vous renvoie à une vidéo assez intéressante d'Étienne Klein sur Galilée, où justement il montre en quoi, si Galilée avait, enfin, si on avait mis en face Galilée et l'IA, l'IA n'aurait jamais été capable de démontrer que la loi de calcul de vitesse des chutes des corps entre une plume et une bille de plomb, Galilée a su montrer qu'elle était indépendante du poids de l'objet, du fait d'un certain nombre de lois de la physique, alors même que l'évidence montrait que quand on faisait l'expérience, on pouvait considérer que parce que le plomb est plus lourd, il tombe plus vite. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Et donc voilà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que on va recycler les idées existantes et en général, on parle parfois de d'eau tiède, c'est-à-dire que l'IA, parce qu'elle agglomère un certain nombre d'informations qu'elle a collectées sur le web, elle va toujours avoir, enfin souvent avoir une position un peu médiane, un peu consensuelle, et donc des contenus qui ne seront pas forcément très saillants, très marquée, mais plutôt une moyenne de ce qu'on trouve sur le web. Autre conséquence, comme elle s'appuie sur ces ressources-là, on a souvent une difficulté de l'IA à présenter des données ou des informations qui ont moins de 2 ans, ce qui peut être relativement pénalisant. Si on prend l'exemple de la VAE, par exemple, la loi de 2022 a déjà maintenant plus de 2 ans, mais pendant 2 ans, l'IA n'intégrait pas ces nouvelles dimensions de la VAE en France et elle ne va pas non plus intégrer les derniers décrets, les derniers cadrages que peut faire l'État ou la Caisse des dépôts, par exemple, s'ils ont moins de 2 ans. Et puis enfin, un dernier élément qui est très important, c'est les effets de biais. Puisque l'IA ne fait que recycler une information déjà présente sur le web, que cette information a été produite par des humains, et ben, elle contient énormément de biais, des logiques de représentation qui sont présentes, qui relèvent de fait parfois du sexisme, du racisme, voilà. Alors sans forcément que ça soit très évident, mais voilà, il y a eu déjà des exemples où l'IA sur des conseils métiers, eh ben, avait tendance à proposer aux femmes des métiers dits plutôt de femmes et aux hommes des métiers dits plutôt d'hommes, alors que évidemment tout ça ne relève que de représentation et qu'on devrait pouvoir le dépasser, mais l'IA, elle ne le sait pas le dépasser d'elle-même. Alors, une fois qu'on a dit ça sur le fonctionnement de l'IA, on a quand même un intérêt très très fort à se poser la question de l'intégration de l'IA dans des démarches de VAE. Pourquoi? Quand j'ai travaillé sur le lancement de VAE Explorer en 2025, donc à l'époque, j'avais été responsable d'un service VA au sein d'une université. Ce qui m'est apparu assez vite, c'est que bon, l'IA, euh, en fait, justement, parce qu'elle faisait un travail de rapprochement sémantique permanent, hein, ces systèmes de tokens et de probabilité, euh, était pas très éloigné de ce que pouvaient faire les personnes qui travaillaient sur le champ de la VAE, dans le sens où on était aussi sur un rapprochement sémantique entre un référentiel de certification et un parcours professionnel qui était décrit avec des mots, des activités, des postes, et donc on avait un travail un peu analogue de correspondance
alors peut-être pas de manière probabiliste, mais en tout cas, on cherchait des connexions et des liens entre un référentiel de compétences d'un diplôme et le parcours professionnel d'une personne à travers son CV ou son profil LinkedIn. Et donc, assez naturellement, j'ai expérimenté l'idée d'un bot sous ChatGPT qui permettrait justement, à partir d'un profil, d'aller faire des correspondances. Donc, c'est l'outil VAE Explorer qui est une tentative de travailler là-dessus. Alors, je vais vous faire donc, une petite démo rapide de cet outil-là. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, donc, mais l'idée, c'est d'aller dans le dur aujourd'hui. Alors, hop. Oui, le temps, Yannick, vous cherchez, juste mettez VE Explorer. Juste une question, est-ce que VE Explorer est uniquement sur ChatGPT ou sur d'autres sur d'autres IA, euh, Claude ou Gemini? Oui. Alors non, aujourd'hui, il est uniquement sur ChatGPT, mais la méthodologie que moi j'ai pu utiliser sur VA Explorer pourrait être déclinée sur d'autres IA sans difficulté, y compris on a eu des discussions avec Mistral, par exemple, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut pas le décliner sur Mistral, mais aujourd'hui, c'est que ChatGPT. Ouais. D'accord, Euh, merci, hein. donc, voilà. Donc, VAO Explorer, c'est un outil libre et gratuit dont j'assure la maintenance et la responsabilité et qui fonctionne en fait sous la forme d'une IA, donc l'algorithme de ChatGPT, mais à qui j'ai demandé de travailler sur deux sources particulières. La première source, c'est moi qui lui ai amené, c'est un ensemble de documentation autour de la VAE en France aujourd'hui en 2026, donc qui reprend éventuellement évidemment le cadre du Code du travail, les différents éléments apportés de présentation par les ministères, etc. Et d'autre part, une connexion sur une source d'information fiable qui est le RNCP, donc les deux registres nationaux de certification, que je connecte via un outil proposé par le réseau Cariforef, donc ce qu'on appelle une API, c'est-à-dire un logiciel de consultation de données qui m'a été généreusement ouvert. Et donc, VAO Explorer voilà, utilise ces deux sources-là, ce qui assure une relative fiabilité par rapport à un usage classique sur ChatGPT. Vous pouvez tout à fait faire une demande d'analyse de VAE sur ChatGPT ou sur Gemini, mais c'est vrai que du coup, ces outils-là n'ont pas cette source-là et donc ont des approximations, des erreurs parfois un peu plus importantes. Donc, le principe est celui-là. Donc, alors, tac, tac, tac. L'idée, c'est de déposer ici un profil sur le bot. Alors, je vais juste aller chercher un profil. Voilà. Hum, Alors, attendez, parce que il faut que je trouve le bon endroit. Ton micro est Euh, coupé, Christophe. Oui, oui, pardon, j'ai le micro coupé. Je disais que le temps de chercher, je dis que ChatGPT Explorer est un outil gratuit, donc disponible sur le site data.gouv.fr. Et voilà, c'est bien en tout cas un outil accessible à tous gratuitement, comme voilà sur d'autres types d'outils. ouais, tout à fait. Alors, je vais partir de ces profils-là. Donc on fait pas de la promotion d'un outil en particulier, un cas de métier, mais parce que Oui, celui-ci en tout cas est accessible sur le ah site oui, du oui, tout à gouvernement fait. et est intéressant. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'essaie de. Je m'étais mis un profil de côté, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. Hop, bon, je vais, euh, je vais prendre ce profil-là. Ah oui, alors attendez. Bon, je vais faire autrement. Hop. Donc, vous pouvez, alors,
selon l'usage que vous avez de ChatGPT, vous pouvez soit joindre une pièce jointe, soit déposer directement le profil. Donc, pour plus de simplicité pour la démo, j'ai copié-collé un profil directement. Donc, l'IA ne s'embarrasse pas de mise en forme, etc. Donc, elle fait que de l'analyse de texte. Donc, vous pouvez tout à fait copier-coller un profil ou un CV. Donc, ici, on est sur quelqu'un qui a une expérience de technicien de maintenance industrielle, puisque j'ai travaillé sur ce sujet-là pour des écoles d'ingénieurs. L'important, c'est de bien sûr anonymiser ces profils pour pas de transmettre de données personnelles et ne pas non plus transmettre de données de mail ou de téléphone ou d'adresse. Donc là, c'est le cas, il est anonymisé. Et donc, on va lui poser la question de savoir si il peut faire l'analyse. Normalement, c'est... Alors, évidemment, ça ne va pas marcher aujourd'hui pour la démo. Et quand on utilise, on dit le mot profil, c'est qu'on peut fournir CV ou tout autre de la matière sur son expérience, c'est ça, des repères. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Peu importe la forme en fait. Ah, alors donc là, je ne lui ai pas joint, donc il me demande de le joindre. Hop, voilà, on y arrive. Donc, le fonctionnement de VAE Explorer, c'est un fonctionnement en étapes qui reprend en fait les étapes que font la plupart des services VAE ou de conseil en évolution pro. Donc, il fait une analyse du parcours. Donc, il va reprendre à la fois les certifications, les formations, etc. Donc, il identifie des diplômes possibles, voilà. Il demande les éléments de motivation et il propose éventuellement de passer à l'étape 3, donc de proposition de certification. Bon, je fais les choses un peu rapidement parce que je ne voudrais pas y passer trop de temps, mais on va lui dire, je veux bien un tableau de 5 à 10 certifications adapté. Et donc voilà, le principe, c'est d'aller assez vite sur ce tableau-là. Donc ici, les données sont bien fournies par la base Certif-Info du réseau Carrefour-F. Et en fait, il vient, donc là, on est sur un technicien qui a une quinzaine, un technicien supérieur qui a une quinzaine d'années d'expérience. Et donc, il peut prétendre à des niveaux master dans le domaine du génie industriel, voire éventuellement des niveaux ingénieurs sur si vraiment son profil devait coller. Et donc ici, l'outil vient lui proposer 10 certifications qui sont le plus en correspondance. Et on peut lui dire, par exemple, voilà, on va ensuite détailler, euh, dire quelle analyse VAE pour le master génie industriel. Et donc à ce moment-là, il va reprendre sur cette certification-là les blocs de compétences du RNCP de la certification, indiquer les compétences qui semblent acquises au regard de l'expérience de la personne. Donc il va reprendre les descriptifs. Et par contre, les compétences qui potentiellement seraient manquantes au regard, encore une fois, de ce qu'il a pu dire dans son profil et sur lesquelles il peut éventuellement revenir s'il estime qu'il y a des choses qu'il a quand même acquises. Et donc après, il y a un dialogue qui s'engage entre le bot et le candidat ou le bot et le conseiller, si c'est un conseiller qui est en train de faire l'analyse. Voilà. Et ensuite, on peut poursuivre l'étude, on peut demander une autre certification, on peut préciser certaines expériences, on peut aussi demander qui contacter pour une VE sur ce diplôme. Et voilà, donc il va aller chercher des certificateurs. Donc ici, il nous renvoie sur la plateforme France VAE. Il dit que comme c'est un diplôme universitaire, ça peut être intéressant de contacter directement les universités. Il nous en propose un certain nombre. Et comme il a identifié que j'étais sur Clermont-Ferrand, bah, il me propose plutôt des opérateurs à Clermont. Euh, et il me propose des éléments de tarif. Pareil, que je peux approfondir, affiner selon mes besoins. Et puis, il rebondit toujours à la fin. Voilà en gros le principe. Euh, Hop, je reviens sur la présentation.
Euh, alors, si je la retrouve, bien sûr, voilà. Donc, en fait, à travers cette démonstration, ce que je voulais montrer, c'est que VAE Explorer, mais au-delà, on voit bien cette capacité de l'IA à partir d'informations brutes et un peu parcellaires, parce que là, j'ai vraiment pris un CV enfin un profil LinkedIn même un peu léger, enfin qui va pas trop dans le détail. On a déjà des premiers éléments. Et moi, ce qui me semblait important, c'est que justement, sur la première séquence de la VAE, qui concerne notamment l'information première autour de l'AVAE, le choix de la certification et l'analyse de faisabilité, il y avait un potentiel important pour pouvoir faire un premier traitement des candidatures. Alors, soit par les candidats eux-mêmes, donc une sorte d'auto-positionnement qui est rendu possible par VA Explorer, soit par le conseiller qui, dans un dialogue avec le candidat, peut utiliser VA Explorer pour avoir ces éléments d'analyse et préciser un peu les attendus du candidat. Euh, Sur ce premier travail-là, en fait, on a continué à partir de VE Explorer, à travailler avec des réseaux, et notamment le réseau VE de l'enseignement supérieur, anciennement FCU, qui s'appelle Unifpro maintenant. Et avec les conseillers, on a essayé de voir à travers une série d'ateliers, de rencontres et d'enquêtes, dans quelle mesure on pouvait approfondir ce premier travail-là. Donc, il y a une enquête qui a été réalisée il y a un an qui a montré auprès de ce réseau, donc avec à peu près 90 répondants, qu'il y avait à la fois une faible utilisation de l'IA, mais ça c'était il y a un an, hein, par ces conseillers qui ont une moyenne d'âge qui est de plus de 45 ans et on sait qu'il y a un phénomène assez générationnel autour de l'IA. Donc ça c'est important à souligner. Euh, mais des craintes également qui étaient exprimées par ces conseillers, ces accompagnateurs, conseillères, accompagnatrices, autour de est-ce qu'on n'encourage pas la facilité, le plagiat, est-ce qu'on ne fait pas perdre en réflexivité les candidats, est-ce qu'on ne les conduit pas à l'échec au moment du jury s'ils utilisent trop l'IA, donc toutes ces craintes-là qui sont évidemment fondé, et en même temps un intérêt pour l'outil en disant que effectivement sur ces séquences de première information, sur l'accompagnement des candidats, sur la reformulation, la structuration éventuellement des livrets, et puis peut-être la préparation jury, il y avait des choses quand même intéressantes à faire. Et ça nous a amené en fait à constituer un groupe de travail qui a essayé d'identifier justement étape par étape comment on pouvait travailler sur ces sujets-là et donner un cadre d'application. Et donc, ce travail est en train voilà, de septembre 25 à février 26, est arrivé à son terme en début d'année. Et on est en train de finaliser une charte d'usage au sein de ce réseau Unifpro VAE. Et ce que je voulais vous restituer là rapidement, c'est qu'on a travaillé sur les quatre temps qu'on peut identifier dans la VAE. Donc, celui de l'information sur la VAE et le choix de la certification. Là, on s'adresse soit aux candidats, candidates, soit aux conseillers, conseillères. Euh, la faisabilité, où là aussi on est en capacité de produire des solutions pour ces deux cibles, mais aussi pour le certificateur, et dans les universités, souvent ce sont des enseignants ou des responsables pédagogiques. Sur le livret d'expérience, pareil. Et enfin, sur le jury et post-jury, on peut toucher ces trois mêmes cibles et ajouter les membres du jury qui eux-mêmes peuvent être des utilisateurs, par exemple, pour faire l'analyse d'un livret de VAE, préparer des questionnements, identifier des points faibles dans le dossier par rapport à un référentiel. Voilà, donc tout ça pour aider à la construction, à la préparation du jury. Dans la manière de faire, ce qu'on a identifié, alors là aussi c'est un peu rapide, hein, mais les travaux sont un peu plus détaillés, mais en gros, c'est la pratique de ce qu'on appelle le brain first, c'est-à-dire vraiment l'idée d'utiliser d'abord, de formuler d'abord des analyses et des écrits, par exemple, et ensuite de demander à l'IA éventuellement d'améliorer les choses ou de les reformuler, mais de ne pas simplement demander à l'IA de produire directement, d'utiliser des outils pertinents par rapport à son besoin. Donc là, on a montré VF Explorer, mais il peut y avoir d'autres outils qui sont utilisés pour des présentations, des constructions de supports, des synthèses, des traductions. Enfin voilà, il y a tout un tas d'outils spécifiques. Le maintien de l'esprit critique, c'est-à-dire que ça, c'est un élément très important sur le fait que l'IA ne doit pas être admise comme une vérité. Il faut toujours évidemment re-questionner et critiquer, avoir cet esprit critique autour des propositions qui sont faites par l'IA. La question de la protection des données,
de manière générale et de la souveraineté des ressources qu'on produit. Donc ça renvoie à la fois à l'IA Act et puis au RGPD européen. Dans ce qu'on donne à l'IA, l'IA le capte et l'engrange, et donc il faut se poser la question de ce qu'on en fait. Et puis enfin de l'impact environnemental, où on est sur une IA qui aujourd'hui fait exploser à la fois la consommation d'énergie, la consommation de ressources pour la production des serveurs et notamment des terres rares, et puis enfin la consommation en eau. Mais comme je disais, donc des opportunités, des menaces qui ont été identifiées aux différentes étapes et autour desquelles on a essayé de construire un guide de pratique. Je ne reviens pas dans le détail pour laisser la place aux questions. Et autour de ça, pour terminer, la question des questionnements autour de l'IA qui sont issus de ces différents travaux. Donc, est-ce qu'effectivement on peut faire sans IA en 2026? Donc, la réalité, c'est ce qu'on appelle la shadow IA, c'est-à-dire que tout le monde utilise l'IA de manière discrétionnaire dans son activité professionnelle, en tant que candidat, en tant que conseiller, même les enseignants aujourd'hui ou les membres de jury. On a des témoignages où tout le monde l'utilise parce que ça permet de gagner du temps, ça permet d'avoir des résultats qui sont plus qualitatifs en termes de production d'écrits ou de présentation, par exemple. Et donc, en fait, c'est difficile de faire sans IA, même s'il peut y avoir la tentation de dire, notamment quand on travaille dans la VE, je veux pas aller là-dedans parce que j'ai le sentiment que ça va me remplacer ou que ça va dégrader la qualité de mon service. La réalité, c'est que l'IA est là et qu'il faut faire avec. La question, c'est comment on fait avec. Et donc, le comment, c'est est-ce qu'on est sur des logiques de co-intelligence, pour reprendre le terme d'Ethan Mollick, un enseignant américain. C'est-à-dire, en fait, l'IA vient nous assister dans nos travaux et nos productions, et on sait justement lui donner le cadre et les éléments, et notamment les informations, pour que ce qu'elle produise corresponde bien à mon activité et à mes objectifs, et qu'elle n'aille pas justement prendre un peu partout des choses qui ne sont pas forcément ou très pertinentes ou même justes. Ou bien est-ce qu'on est sur une logique de substitution? Voilà, de manière caricaturale, c'est un peu l'approche d'Elon Musk avec l'administration américaine. C'est en fait, on va remplacer l'IA, on va remplacer les agents publics ou privés par de l'IA. Et donc ça peut être aussi une tentation de certaines organisations. Et évidemment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment questionner. Et je pense qu'en matière de VAE, on a pas mal d'arguments pour dire que ça ne fonctionnerait pas. Préserver l'esprit critique. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à intégrer l'IA dans les pratiques? Je pense par exemple aux candidats. Ça nous a amené, nous, par exemple, à écrire un peu une charte d'engagement du candidat dans son usage à l'IA, c'est-à-dire lui dire, OK, vous allez utiliser l'IA, mais attention, qu'est-ce que ça veut dire utiliser l'IA? Comment est-ce qu'on prend sa distance avec ce qui est produit et proposé? La protection de la donnée et des souverainetés, j'en ai parlé rapidement. Et puis, la question de la frugalité dans son usage, qu'il faut toujours avoir à l'esprit, parce que c'est vrai qu'un prompt, c'est extrêmement facile et rapide, mais c'est pas sans conséquence derrière. Donc, il y a des fois, un prompt peut être justifié, légitime, et puis des fois, en fait, on peut tout à fait s'en passer. Il vaut mieux une recherche Google qui est beaucoup moins impactante, par exemple, sur l'environnement. Voilà, donc en fait, en synthèse de cette présentation, ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'IA et sur l'activité VAE, on peut avoir un état de sidération, c'est-à-dire se dire qu'effectivement, ça représente une forme de menace sur l'activité, et par rapport à ça, ne pas vouloir s'investir dans la compréhension de ce que ça peut être que l'IA. Et je pense que c'est une erreur parce que l'IA va se déployer et ça serait dommage de ne pas s'en saisir. On peut avoir un état de fascination complètement opposé, c'est-à-dire on estime que l'IA va répondre à tout et de manière plus pertinente, et qu'il faut absolument la déployer partout. Et là aussi, je pense qu'il y a un risque à tomber dans cette fascination et à vouloir à penser notamment que l'IA répond toujours de manière pertinente, efficace. C'est pas tout à fait vrai. Et donc, je pense qu'il faut être dans un chemin intermédiaire, et c'était un peu l'objet de ma présentation, sur un état de compréhension, savoir ce qu'est l'IA, comment elle fonctionne, comment on peut l'utiliser, et progressivement l'intégrer dans des pratiques professionnelles et des pratiques métiers aujourd'hui dans le champ de la VAE. Voilà, je vous remercie. Oui, merci Yannick pour cette présentation. Et puis ça permet d'ouvrir le débat, hein. Comme je disais, il y a quelques semaines, effectivement, il y avait beaucoup de discussions lors des journées Vincent Merle. Et puis là, tout au long de l'année, nous aussi, à Cap Métier,
On lance le sujet effectivement cette année, particulièrement au niveau de l'usage de l'intelligence artificielle, à la fois dans ses pratiques de formation, d'ingénierie de formation, d'orientation, d'emploi, parce que ça questionne forcément, et de savoir comment, en tant que professionnel, l'utiliser, comment mieux l'utiliser, et en même temps essayer d'examiner les risques, les précautions aussi par rapport à cet usage-là. Alors, il y a quelques questions dans le chat, donc merci hein, n'hésitez pas à intervenir dans le chat, ça permet de lancer un petit peu le débat. Il y avait une question concernant, Yannick, quand vous avez lancé ChatGPT Explorer, vous avez enlevé les coordonnées, vous avez dit que essayer d'anonymiser. Euh, une des questions, c'est comment anonymiser effectivement les données que l'on donne par rapport à cette recherche-là, un CV ou d'autres choses. Une des questions, dire, est-ce que moi, si j'ai un profil avec ChatGPT, avec un compte ChatGPT Pro, est-ce qu'il y a les mêmes précautions à prendre en termes d'anonymisation? Et puis, une autre question pour donner, du côté toujours pratique, soit donner un CV et comment intégrer aussi sur un profil LinkedIn, du côté pratique. Alors, la question de l'anonymisation, elle se pose qu'on ait un compte gratuit ou payant de manière indifférente. Il n'y a pas plus de protection si on est en compte payant. Euh, L'idée d'anonymiser, voilà, d'enlever toute forme de données personnelles qui permettrait de rapprocher une personne de son parcours, même si on utilise de fait une donnée publique, puisque en général, on part d'un profil LinkedIn qui est publié, etc. Mais enfin bon, la réglementation dit qu'on doit éviter l'utilisation de ces données personnelles, donc autant l'appliquer, et puis ça n'a pas d'incidence ensuite sur le traitement du profil. Donc voilà, il n'y a pas de. Donc il faut toujours être sur ces deux logiques d'anonymisation. Par contre, voilà, la réalité, c'est qu'on est aujourd'hui sur ChatGPT, que donc la donnée, elle est, à partir du moment où vous l'avez déversée sur un prompt ChatGPT, elle est versée chez ChatGPT dans des serveurs ChatGPT, etc. Donc un des enjeux, une des questionnements aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller vers quelque chose d'encore plus sobre et souverain. Et donc il y a des réflexions avec Mistral, enfin en tout cas du côté universitaire. La volonté d'avoir des serveurs sur lesquels on pourrait faire tourner des solutions d'IA, y compris en VAE, avec des serveurs dédiés et un algorithme sécurisé, ce qui permettrait d'aller jusqu'au bout de la garantie de protection des données. Voilà. Voilà. Après, l'autre question, c'était, j'ai plus le. Il y avait des questions Ah oui, pratiques des entre questions pratiques, ouais. Alors, en fait, ChatGPT classique et avec un compte pro, par exemple. Quelle est la différence par rapport toujours à ChatGPT VE ouais. Explorer? Et puis il y avait la question LinkedIn. Alors, Oui, en fait, c'est vrai qu'un des leviers simples, en tout cas pour les candidats, c'est que depuis votre compte LinkedIn, vous pouvez éditer votre profil sous format PDF. Hein. Vous avez une fonctionnalité sur LinkedIn qui permet de faire ça très simplement. Donc le candidat, si lui, il le souhaite, parce que c'est ses données personnelles, donc il en fait ce qu'il en veut, peut tout à fait faire cette édition-là et déposer le profil en PDF sur VO Explorer ou sur un autre outil d'IA s'il le souhaite et avoir des éléments de réponse. Voilà. C'est plus difficile pour nous parce que du coup, sur LinkedIn, il y a le nom, enfin sur ce profil PDF, il y a nom, prénom en général, sauf exception. Des fois, il y a des gens qui mettent pas leur nom, mais enfin, c'est pas la règle. Donc pour nous, c'est plus compliqué. Donc en général, dans ces cas-là, le plus simple, c'est de copier-coller le profil sur un Word. Et là aussi, je vous l'ai dit de manière brute, hein, c'est pas la peine de reconstituer la forme ou quoi. L'IA ne travaille que sur les mots. Donc, vous copiez-collez ça et à ce moment-là, vous anonymisez, vous pouvez déposer sur ChatGPT. Voilà. La différence entre du payant, du VA Explorer, enfin du gratuit, du ChatGPT standard, du ChatGPT payant ou du VA Explorer, alors, le payant, en fait, permet souvent d'avoir. Il n'y a pas forcément une puissance de raisonnement beaucoup plus forte, surtout pour nos usages. Nos usages sont quand même assez simples. C'est du rapprochement sémantique. On n'est pas sur des traitements de milliers de données avec des problématiques scientifiques très spécifiques. Donc, faut pas. Enfin, c'est pas nécessaire d'aller chercher des algorithmes très très puissants pour faire de la correspondance VAE.
Les outils payants permettent plutôt d'avoir l'historique de ces prompts, éventuellement d'ajouter des pièces jointes à sa demande. Donc voilà, on a un peu plus de fonctionnalité, mais c'est pas en termes de puissance de raisonnement. Et après, l'écart entre une IA standard et VAE Explorer, c'est effectivement la source de données que moi j'ai fiabilisée avec la connexion Carry4F. Mais c'est vrai que vous pouvez, sans VAE Explorer, faire déjà une première démarche sur ChatGPT. Par contre, le taux d'erreur est un peu plus important. C'est-à-dire qu'on a à peu près 10 à 15% d'erreurs. Il y a des certifications qui ne sont pas actives, il y a des certifications qui n'existent plus. Il peut faire des mélanges après dans les codifications parce que le site RNCP n'est pas accessible par l'IA en tant que tel, puisqu'il fonctionne par code et il faut chercher un code ou un mot-clé pour trouver la fiche. Donc en fait, l'IA, elle n'arrive pas à le consulter, donc elle contourne le problème en passant par d'autres sites et c'est là où elle fait des erreurs. Voilà. Mais après, c'est- le VAE Explorer permet juste, par exemple, de mieux faire correspondre les blocs et les certifs, ce que fait plus difficilement l'IA standard. Voilà. Mais bon, ça change tous les mois, hein, puisque en fait l'IA, elle se nourrit de ce qu'on lui donne. Comme il y a des gens qui utilisent l'IA pour faire de la VAE, bah, elle apprend progressivement de ça. Et peut-être qu'à terme, les taux d'erreur seront plus faibles qu'auparavant. Mais je pense quand même que voilà, pour moi, pour mon expérience d'usage depuis maintenant presque 2 ans, je sais qu'une IA standard fait plus d'erreurs et de mélange dans les codes et les blocs que ce que peut faire VS Explorer. Et quel est le taux de fiabilité en fait de ChatGPT VE Explorer sur le type, par exemple, si on l'utilise pour rechercher des certifications, euh, est-ce qu'on mesure le taux de réussite, de fiabilité par rapport aux différentes des hypothèses de certification? Alors, sincèrement, il y a pas de données fiables là-dessus. Ça mériterait un travail de recherche spécifique. Ça serait intéressant d'ailleurs qu'un chercheur puisse faire ce travail-là et sur toute une série de profils et de certifications, voir un peu. Moi, j'ai fait ça de manière un petit peu empirique avec donc des profils plutôt justement dans la dominante industrielle et d'ingénierie, puisque c'était là-dessus que j'avais une mission à un moment donné. Alors, ce que je peux dire quand même, c'est que donc l'outil qui est le plus performant, parce que c'est celui qui brasse le plus de données, le plus de prompts, etc., donc qui se rapproche le mieux qui a un taux d'échec, selon moi, autour de 10 à 15%, c'est ChatGPT, mais parce qu'il est le plus utilisé. Euh, je- pour moi, c'est un peu plus important quand on est sur les autres outils grand public français ou anglo-saxons. Je pense à Mistral ou Gemini, par exemple. On va être un peu plus que 15%, peut-être 15-20%. Voilà, sur des erreurs de codif, etc. Un petit peu moins du coup VA Explorer. Et beaucoup plus quand on est sur des outils qui traitent sur des langages principalement anglo-saxons et d'une autre langue. Et je pense à DeepSeek, par exemple, qui travaille sur du chinois et de l'anglo-saxon. Parce que du coup, la sémantique en langue française est beaucoup moins. Alors, DeepSeek saura répondre, hein, mais on voit bien il est quand même beaucoup plus en difficulté dans son format de réponse parce qu'il n'a pas la volumétrie de données en français et de demandes en français qu'il peut avoir sûrement en chinois. Voilà. Donc voilà. Donc en gros, la gradation, c'est un peu celle-là. Est-ce qu'on peut parler là, on a vu dans un premier temps effectivement la possibilité d'utiliser l'IA dans par rapport à son profil et par rapport à la recherche de certification, mais on a aussi des questions, donc je suppose que les professionnels le rencontrent, concernant la rédaction du livret. Est-ce qu'il y a un intérêt à l'utilisation de l'IA concernant la rédaction du livret? Moi, je tendance à poser aussi la question de savoir, est-ce que vous, professionnels de l'accompagnement, vous rencontrez des candidats qui utilisent l'IA pour la rédaction du livret? Et on a dans le chat le retour pour dire est-ce qu'on peut, en tant que professionnel, voir si le candidat a rédigé avec l'IA? Et la question aussi, c'est comment s'en protéger pour dire
est-ce que c'est vraiment le candidat qui rédige en utilisant l'IA ou pas? Mmh. Ou du moins aussi, toujours, sur sur cette utilisation par contre de rédaction, est-ce que ça peut faciliter aussi la tâche à des candidats qui n'ont peut-être pas l'habitude de rédiger et débloquer aussi quelque chose en utilisant aussi l'IA pour rédiger? C'est-à-dire que, du moment que ça émane bien, que ça soit bien la personne qui fait un effort effectivement de rechercher et d'exprimer, mais dans la rédaction aussi une aide à l'utilisation de l'IA. Voilà, il y a plusieurs questions par Mmh. rapport à ça. Alors c'est évidemment un sujet très intéressant. La première chose qu'il faut dire de manière très claire, c'est qu'il n'existe pas d'outil de détection d'un usage de l'IA aujourd'hui. On peut pas dire, enfin, il n'y a aucun outil qui permet de dire de manière certaine. Autant il y a des outils anti-plagiat qui peuvent exister, qui sont utilisés parfois en VAE, autant ça n'existe pas sur l'IA. Alors on peut, à la lecture d'un document, se dire, oula, ça sent l'IA, parce qu'on va trouver des formules, des tournures de phrases, des modes d'expression, comme je disais, un peu neutres, un peu moyens, etc. Et qui font dans la durée qu'on se dit, mais ça, c'est de l'IA, mais ça ne correspond pas à une capacité de l'établir formellement et donc à dire au candidat, votre livret n'est pas légitime puisqu'il a été produit par une IA. Euh, je pense qu'effectivement, il faut intégrer le fait que l'IA, en matière de VAE, elle peut lever des freins dans la relation à l'écrit de certains candidats. Donc ça, c'est un élément important parce qu'elle va permettre à des gens qui ont de l'expérience professionnelle et la compétence de mieux l'exprimer, de mieux la présenter, tout en ayant des fragilités à l'écrit qui ne sont pas forcément un frein pour leur qualité professionnelle. Voilà. En tout cas, dans certains domaines. Évidemment, si on est journaliste, c'est un peu plus embêtant. Euh, Après, est-ce que c'est un mal ou un bien? Donc ça, c'est un débat qu'on a beaucoup avec les collègues, notamment sur la partie livret d'expérience. Parce que autant je pense que sur la première partie d'identification des certifications et dans une certaine mesure de faisabilité, tout le monde voit bien qu'on est plutôt sur une aide à des candidats qui peuvent être assez facilement perdus dans un système de certification français qui est quand même très complexe. On en a 5000 enregistrés avec des déclinaisons par bloc, avec des terminologies qui sont pas forcément simples. Donc là, ça peut être une guidance intéressante et finalement assez peu. Enfin, il n'y a pas trop de biais possibles. Le seul risque à ce niveau-là, c'est que l'IA laisse penser que la personne a l'assurance d'avoir son diplôme en VAE, alors qu'en fait, ça n'est que la première étape et qu'il faut modérer l'enthousiasme de l'IA parfois dans la faisabilité d'une VAE. Mais voilà. Par contre, c'est effectivement sur la partie livrée, il y a beaucoup de questionnements. Alors, moi, je pense que de toute façon, il faut, en tant que conseiller, qu'on soit conseiller en évolution pro ou conseiller VAE, intégrer l'idée que potentiellement le candidat va l'utiliser et qu'il va être de plus en plus tenté de l'utiliser. C'est plus de 80% de pénétration chez les moins de 30 ans aujourd'hui de l'IA. C'est un peu moins sur les classes d'âge supérieures, mais voilà, les gens qui vont arriver dans les VAE dans les années qui viennent, c'est quasi certain qu'ils vont utiliser l'IA. Et donc, il faut plutôt construire un dialogue avec eux sur les prérequis que j'ai indiqués, c'est-à-dire l'esprit critique, le brain first, des méthodes d'utilisation qui font qu'en fait, l'IA ne va pas se substituer justement à l'approche réflexive qu'un candidat doit avoir pour l'écriture de son livret d'expérience. Euh, et, euh, et que, voilà, si c'est bien utilisé, si c'est bien accompagné, a priori, ça va être que bénéfique. Et l'autre aspect, et ça c'est la force de la VAE, c'est que la VAE, ça se traduit de toute façon par un temps présentiel qui est le jury. Et donc en fait, cette ligne d'horizon-là, de la confrontation à des professionnels, à des enseignants autour de sa pratique professionnelle, fait que on peut, en accompagnant un candidat, lui dire, c'est ça votre point d'arrivée. Donc de toute façon, vous n'avez aucun intérêt à vous appuyer de manière trop forte sur l'IA qui va peut-être trop bien présenter ou trop orienter vos expériences pour vous assurer la réussite. Parce qu'au bout du bout, c'est quand même vous qui allez devoir faire cette présentation et qui serez questionné sur vos pratiques professionnelles. Donc ça permet justement de se dire, on l'utilise, mais à bon escient, de manière modérée et pour certains usages, et tout en conservant son analyse critique et sa réflexivité. Alors, merci en tout cas pour les retours, les questions en tout cas et les remarques sur le chat parce que
On a voilà, des remarques sur le chat pour dire des candidats qui l'ont utilisé m'ont ensuite dit que cela leur a fait perdre du temps au regard des questions que je leur ai posées et pour lesquelles l'IA ne pouvait pas les aider. Voilà, et d'autres questions concernant pour détecter ou non l'utilisation de l'IA. Et Martine indique que c'est d'ailleurs ce que le jury va détecter immédiatement. Ce qui pose aussi effectivement des questions pour dire que si le candidat l'a utilisé intelligemment, je dirais utiliser l'IA dans l'aide à l'écriture, mais intelligemment, est-ce que le jury peut pénaliser le candidat parce que s'il détecte, voilà, c'est trop bien écrit entre guillemets, donc est-ce que ça ne veut pas desservir aussi le candidat par rapport aux réactions des jurys? Et puis, une question vis-à-vis des professionnels, là, je pose, c'est-à-dire que, est-ce que en tant que professionnel de l'accompagnement, vous détectez que, vous voyez qu'une personne a des difficultés pour utiliser l'écrit, est-ce que ça ne peut pas débloquer aussi quelque chose dans l'utilisation, intelligemment et avec l'aide d'un professionnel pour l'aide à la rédaction? Ça serait, c'est aussi les questions qui se posent. Hem, alors, notre réflexion, hein, je fais le tour des remarques sur le chat, mais il dit, une personne dit: «Voilà, pour ma part, je vois tout de suite effectivement si un candidat a utilisé l'IA, car je connais assez les candidats, je me rends vite compte que la formulation n'est pas la sienne». Heu Personnellement, certains candidats que j'accompagne utilisent l'IA pour les aider à la rédaction. Je leur conseille aujourd'hui de toujours partir de leur rédaction et demander une reformulation. Oui, c'est ce que tu dis, d'une utilisation, «intelligente» entre guillemets, hein, de l'IA dans la reformulation. Voici les retours en tout cas sur l'utilisation de l'IA dans la partie rédaction. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres aussi, donc retour. Heu donc le questionnement de l'IA en simulation ju alors après c'est d'autres questions, après on verra après effectivement sur la simulation, jury. Donc voilà, par rapport à ces questions-là et ces remarques sur concernant la rédaction en tant que telle du livret, voilà, est-ce que, ce que ça occasionne et ça renvoie une autre question renvoie effectivement sur, une autre utilisation en tout cas possible de l'IA, c'est sur la préparation au jury. C'est-à-dire que si on a vu sur la démonstration qu'on peut utiliser l'IA sur le projet, sur la recherche de certification et sur l'expérience, ce que vous avez démontré. L'utilisation aussi sur l'aide à la rédaction, alors justement avec un professionnel et aussi avant de se présenter devant le jury, est-ce qu'il est possible d'utiliser l'IA et comment utiliser l'IA? Par exemple pour, s'aider, pour se préparer, à la présentation devant le jury. Alors ça fait partie des champs qui sont actuellement explorés par certains conseillers. Concrètement, en fait, si vous demandez à une IA, si vous lui donnez le référentiel RNCP sous format PDF et le livret d'expérience, que vous lui dites par prompt que vous êtes dans une démarche de passage d'un jury VAE et que vous souhaitez qu'elle émette un avis sur la qualité de votre livret par rapport aux attendus de la certification d'une part, et que d'autre part, elle vous pose des questions au regard de ce que vous avez présenté, elle va en fait vous permettre d'avoir justement à la fois un jury blanc avec des questionnements et commencer à identifier les points de faiblesse de votre livret ou de votre parcours par rapport aux attendus de la certification. Donc ça peut être vraiment un bon levier d'entraînement par rapport à un jury. Ça peut être aussi, on a eu le débat, hein, être utilisé par les membres du jury eux-mêmes qui des fois sont amenés à faire plusieurs jurys, donc avoir des livrets de plusieurs dizaines de pages à consulter pour avoir une synthèse du livret, identifier plus rapidement les points de faiblesse du livret et éventuellement commencer à avoir des suggestions de questions par rapport à un livret en disant bah, au fait, sur le bloc 3, est-ce que vraiment vous avez l'expertise attendue? Enfin, voilà. Donc en fait, on voit qu'il y a des usages peuvent être des deux côtés de la barrière. Et dernier usage identifié, c'est si vous arrivez sur un jury partiel, bah, c'est commencer à construire des préconisations de formation ou de poursuite
pour aller chercher les blocs qui sont manquants si jamais le jury devait vous donner que 2 blocs sur 3 ou 3 blocs sur 4. Voilà. Euh, les questionnements que ça pose, c'est que d'une part, bah, du coup, vous versez votre livret dans une IA et donc toutes les données du livret dans l'IA. Alors, quand c'est sur certaines activités, on va dire que ça n'a pas forcément beaucoup d'incidence et si en tant que candidat vous souhaitez le faire, bah, après tout, c'est votre choix. Par contre, on a la question sur des certifications. Par exemple, j'ai eu le débat encore ce matin sur des niveaux ingénieurs dans certains domaines sensibles, aéronautique, militaire, par exemple. Est-ce que effectivement c'est pertinent de conseiller à un candidat qui est sur ces activités-là d'aller verser un livret qui peut contenir des éléments sensibles, voilà, des données sensibles. Donc là, c'est un vrai sujet. Euh, et puis la question, c'est comment est-ce qu'on accompagne ça? Parce qu'effectivement, le risque, c'est que c'est un candidat qui l'utiliserait de manière ce qu'on appelle en shadow IA, pourrait préparer des questions qui ne seraient pas du tout celles du jury, parce qu'on sait que de fait, les jurys, on n'est pas sur un, c'est pas un contrôle de connaissances. Donc en fait, le jury, il intervient au regard de sa lecture du diplôme, de sa lecture du parcours de la personne, et ça va générer des questionnements. Donc, bien accompagner le candidat sur le fait que ça peut l'aider à préparer son jury. Ça peut aussi l'aider à construire son support, hein, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, vous avez des IA qui, à partir d'un document, par exemple, vous pouvez verser sur Gamma, qui est une IA de présentation, bah, des éléments de votre rapport et ça va vous générer des supports de présentation que vous pourrez ensuite retoucher pour éventuellement améliorer les choses. Mais donc ça peut vous aider comme ça, mais par contre, il ne faut pas que ça devienne une béquille absolue et que du coup le candidat soit pris au dépourvu par des questions ou des remarques qui n'auront pas été celles formulées par l'IA. Donc c'est en ça que je pense que la complémentarité IA conseiller est essentielle parce que ça va aider le candidat, mais le conseiller va forcément apporter un autre regard et porter l'attention du candidat sur d'autres aspects que l'IA ne verra pas parce que l'IA aura une lecture un peu mécanique des choses. Oui, alors sur les jurys, il y a une réflexion, une remarque qui dit que le questionnement de l'IA en simulation de jury en appui du livret 2 tient-il compte du niveau de certification et des attendus implicites? Parce que l'empathie de l'IA n'amène-t-elle pas à une sous-estimation de la rigueur d'un jury? Oui, ça c'est une règle d'or dans l'usage de l'IA. L'IA, elle cherche toujours à faire plaisir, quelle que soit l'IA et quelle que soit la demande. Voilà. Donc si vous dites à l'IA comment je peux perdre 5 kilos en une semaine, elle vous trouvera une solution, voilà, même si on sait que c'est pas réaliste. Et si vous dites à l'IA est-ce que je peux avoir en VAE un diplôme d'ingénieur, elle vous trouvera une solution, même si c'est pas du tout réaliste. Voilà. Donc ça fait partie des bémols sur lesquels il faut insister dans le traitement de l'IA, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle commence à être un peu trop enthousiaste, à dire ah ben oui c'est possible, dire est-ce que tu es sûr que c'est bien possible, est-ce que tu penses réellement que je peux, voilà, insister sur des prompts qui resserrent un peu la réflexion et qui remettent du réel dans le voilà. Mais bien sûr ça c'est un biais de l'IA, son enthousiasme naturel. Et donc vous pouvez dans le prompt lui demander de modérer ça, mais il faut quand même être très vigilant par rapport à ça. Oui. Je remonte juste quelques remarques dans le chat. Donc c'est la question de la détection, mais je vous avais déjà répondu, hein, si je suis membre de jury et j'ai des doutes, comment je peux savoir ou pas si ça a été rédigé. Donc là, c'est difficile, on peut pas le savoir. Non, Voilà. indétectable. Mm. Ouais. Et puis, donc la question, hein, c'est de la valeur ajoutée en fait de ChatGPT VAE Explorer. C'est quelle est la valeur ajoutée? Effectivement, il y a une démonstration là sur la recherche, mais et on en a parlé tout à l'heure, mais quelle est la réelle plus-value par rapport à une IA classique? Euh, Alors, en fait, bah, je pense que ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce qu'a cherché à faire VAE Explorer, mais en fait, ça, c'est plus c'est une question qu'on doit se poser dans son usage de manière générale, c'est que l'IA, c'est deux choses, c'est un algorithme et une source de données. Donc, sur l'algorithme, on n'a pas beaucoup de prise, on n'est pas des développeurs et on n'est pas OpenAI.
Par contre, on a la prise sur la source de données. Donc, ce que cherche à faire OVAO Explorer, c'est justement d'appliquer un algorithme puissant qui est celui de ChatGPT sur une source de données fiabilisée qui correspond à nos activités. Voilà. Et donc, notamment, le fait de pouvoir avoir les bonnes certifications et le bon découpage en blocs de compétences et les bons descriptifs de blocs de compétences. Voilà, ça c'est un enjeu. Mais ce que moi j'ai fait sur VAO Explorer, vous avez peut-être d'autres moyens de le faire, hein. Si votre établissement, votre organisation dispose d'une IA interne qui permet ce type de paramétrage, ce qu'on appelle du RAG, c'est-à-dire une IA appliquée à une base de connaissances spécifique, eh ben, ça peut tout à fait marcher. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est s'emparer de ça en tant que professionnel en disant, OK, bah, j'ai compris comment marchait l'IA générative, hein, cette histoire de token et de calcul probabiliste. Donc, je sais que elle n'a de sens que sur la base d'une base de connaissances fiabilisée. Et donc, je vais lui donner cette base-là. Et à partir de là, je vais avoir des résultats qui correspondent à ce que je souhaite. Et on est aussi sur une démarche de test and learn. C'est-à-dire, vous allez faire voilà, moi, VA Explorer, c'est presque 2 ans d'expérimentation. J'ai avancé petit à petit. Et vous verrez, c'est la même chose. C'est-à-dire que votre assistant IA, vous allez le construire progressivement et vous allez l'améliorer petit à petit. Mais la plus-value, c'est celle-là. C'est juste de ne pas prendre l'IA comme un outil brut sans se poser de questions, mais au contraire, d'en faire quelque chose qui va venir vraiment vous servir dans votre activité professionnelle et servir l'intérêt de vos candidats et de vos candidates. Alors, une remarque de Jean-Sébastien qui dit si VAE Explorer peut servir le premier temps d'AVE, par exemple la recherche de Mm. certification, quels sont les autres usages, outils IA qu'on peut utiliser dans les autres temps? Alors, on a parlé tout à l'heure, par exemple, sur la rédaction du livret, sur la préparation d'entretien. Est-ce qu'il y a d'autres usages, d'autres choses où on peut utiliser l'IA, où le candidat peut utiliser l'IA, où le professionnel peut inciter à utiliser l'IA pour aider le candidat? Euh, alors, l'IA en ce moment, c'est un marché qui est en plein boom. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait un nouvel outil IA. Alors, on était parti des outils généralistes, hein, ChatGPT, Gemini, Grok, etc. Et on est en train d'arriver à des tas d'outils spécialistes. Hein, j'ai cité tout à l'heure Gamma, qui est un outil d'IA de présentation. On pourrait citer Juta, qui est un outil de vidéo IA. Donc, en fait, par exemple, vous allez sur une visio donnée, en entretien avec un candidat, vous pouvez inviter, pas Juta, mais Nuta, à votre échange. Et à la fin de l'échange, Nuta va vous faire, vous aurez l'enregistrement vidéo, vous aurez une synthèse de vos échanges et vous aurez même un compte rendu avec les points durs, les points forts à retenir. Et que vous pourrez éventuellement commenter, amender avant de le renvoyer au candidat. Donc, ça peut vous permettre d'améliorer la qualité et le suivi de votre accompagnement. Voilà, donc vous en avez plusieurs comme ça. Il y a, il y a pas nécessairement, par contre, aujourd'hui, un outil dédié sur le livret d'expérience ou sur la préparation jury. Ça n'existe pas. Ce qui est dans les cartons, je pense, c'est au niveau de France VAE, pour avoir discuté avec eux, probablement qu'il faut s'attendre à ce que les services qui sont rendus aujourd'hui par VA Explorer puissent tout ou partie être intégrés. Alors, je dis pas dans les mois, mais peut-être dans les années qui viennent sur la plateforme France VAE, notamment pour la guidance au choix de la certification. Et on sait aussi que du côté des opérateurs privés de VAE, il y a des réflexions aujourd'hui pour créer des services de ce type-là. Et dernier exemple que j'ai en tête, le DAVA pardon, de Lille et Lille à Amiens a créé un outil d'accompagnement des candidats pour ses conseillers qui intègre de l'IA dans la relecture, le traitement, le suivi des livrets de faisabilité, mais aussi du livret d'expérience, mais aussi de la préparation jury. Donc là, c'est un outil qui leur est propre, hein. Ils ont développé ça avec une boîte informatique locale. Et donc, en fait, ça permet d'avoir un suivi de sa relation au candidat, d'intégrer les différents commentaires qu'on lui a fait. Et il y a une couche d'IA qui permet d'optimiser cette relation au candidat. Donc, il travaille bien de manière binomiale, IA plus conseiller, accompagnateur, accompagnatrice. Mais voilà, c'est embarqué. Donc, en fait, c'est des choses qui peuvent aussi se construire comme ça, mais il n'y a pas un outil généraliste et gratuit comme il peut y avoir sur VE Explorer. Alors, je voudrais maintenant
interrogé Maude Pujol-Doré, qui est directrice du CIBC 33, et le CIBC 33 est point régional conseil VAE, en même temps architecte accompagnateur de parcours. Alors, on est sur un webinaire descendant avec le chat, et donc c'est intéressant de, Mode s'est prêté en tout cas au jeu, savoir, voilà, par rapport à l'information conseil, on a vu la démonstration de Yannick sur le type de recherche de certification. Et pour un conseiller ou une conseillère, comment utiliser l'IA pour essayer de faciliter le parcours du candidat. Euh, Mode. Aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer dans les pratiques professionnelles et dans ce qui doit, j'allais dire, faire partie du rôle du conseiller, c'est ce qu'indiquait Yannick, c'est qu'il y a forcément une utilisation qui va être faite de l'IA par les bénéficiaires qu'on accompagne. Donc, le conseiller se doit d'avoir, j'allais dire, une posture pédagogique, un rôle pédagogique vis-à-vis de l'utilisation de l'IA. Hein, on l'a vu dans les questions du chat. Effectivement, on va accompagner nos candidats pendant un certain nombre de semaines. On se doit, j'allais dire, dès le départ, de retravailler avec eux sur les objectifs, j'allais dire, de l'utilisation de l'IA, à quoi ça peut servir, pourquoi, comment. Donc, je pense que ce qui est obligatoire, c'est d'intégrer ça et d'intégrer cette posture pédagogique de manière à pouvoir imaginer à quoi ça va pouvoir servir, à quoi ça va pas pouvoir servir, à quoi ça va être utile, à quoi ça va faire gagner du temps, où est-ce que ça va être pertinent, où est-ce que ça va moins l'être. Ça, c'est effectivement aujourd'hui une des premières choses, hein, que ce soit, je pense, dans le rôle d'information conseil ou ensuite dans le rôle d'accompagnement. On a tous des bénéficiaires qui viennent nous voir, des candidats qui viennent nous voir en disant qu'ils ont trouvé ce type d'information sûre, ou alors où on va retrouver un décalage, comme ont pu le dire certains collègues, entre des informations qu'on va retrouver à l'oral et peut-être une production écrite. Et donc, effectivement, si on reprend cette notion d'algorithme, hein, notre rôle, ça va être d'expliquer comment ça se passe et du coup, en fonction de comment ça se passe, qu'est-ce que ça produit, hein, et qu'est-ce que je vais en faire et est-ce que c'est bien ça qui m'intéresse. Ça, je pense, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et je voulais remercier Yannick pour le développement de cet outil et puis la mise à disposition qu'il en fait de nous tous, c'est que la deuxième chose, à part l'algorithme qui intervient, c'est le dataset. Et là, VAE Explorer nous permet d'utiliser un dataset qui est, j'allais dire, pertinent, sécurisé, qui va intégrer tous les derniers éléments et tous les derniers textes relatifs à la VAE et qui reprend effectivement toute la nomenclature RNCP grâce à l'API de Certif Info qui nous permet d'avoir des données fiables. Hein, et ça, c'est le second, c'est le second problème ou la deuxième limite qu'il peut y avoir. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, VAE Explorer, de par, j'allais dire, la pertinence du dataset qu'il utilise, nous permet de limiter, j'allais dire, les biais, les erreurs qu'il va y avoir par rapport à cette utilisation. Mais en tout cas, globalement, après, je ne vais pas revenir sur tous les éléments très opérationnels et je crois que ce que tous les participants attendent, c'était aussi pouvoir avoir les informations sur l'outil. C'est vraiment le fait d'intégrer dans notre posture professionnelle, dans notre posture d'accompagnement, d'intégrer l'IA en considérant que effectivement ça doit faire partie de l'échange qu'il doit y avoir entre le conseiller et le, et le candidat. Merci Maude. Alors justement, moi j'ai sondé plusieurs professionnels de l'accompagnement et voilà, qui étaient dans une position qui hésitaient en fait à intervenir parce qu'ils disent: «Ouh là, nous, dans notre organisme, on n'a pas encore réfléchi vraiment, pas adopté une position claire au niveau de l'organisme». Là, on a un échange entre praticiens, hein, qui on sait que, voilà, l'IA est utilisée par les usagers, par les candidats, par les professionnels, mais Heu, Yannick, vous avez parlé de shadow utilisation. Je sais pas, ce qu'on retrouve, hein, dans les entreprises aussi sur l'IA, où on laisse faire aussi, les collaborateurs l'utiliser, le temps de voir après,
finalement de définir certains principes. Donc concernant la VAE, Yannick, vous avez dit que vous avez travaillé avec des professionnels de l'accompagnement au niveau universitaire. Finalement, comment se prémunir? Quelle position adopter par rapport à l'utilisation de l'IA? Vous avez parlé de chartes, donc quels seraient les principaux points, en tout cas, par rapport à l'utilisation de l'IA en VAE? Euh, oui, bah, ce qui a été travaillé dans ce groupe de travail, c'est déjà de faire le constat qu'on ne pouvait pas se désintéresser du sujet. Ça, c'était le point de départ. Et ensuite, si on s'y intéressait, quel cadre on se donnait pour l'intégrer aux pratiques professionnelles des conseillers conseillères VAE des universités. Et on a pris le parti de travailler par public, par étape et par préconisation. Donc sur les 4 étapes de la VAE, donc la première information, le choix de la certification, la faisabilité, le livret d'expérience et le jury. On a identifié ce que j'ai montré tout à l'heure rapidement, les publics concernés, que ce soit le conseiller ou la conseillère lui-même, le candidat, la candidate, le responsable de la formation, puisque là on est sur des accompagnements qui sont faits par des certificateurs, donc on a accès à l'enseignant ou le responsable pédagogique, et puis ensuite les membres du jury qui sont potentiellement d'autres enseignants et des professionnels. Et pour chaque situation, donc étape et public, essayer d'identifier à la fois ce qui peut être fait par l'IA, donc le potentiel offert par l'IA, donc on a identifié les cas d'usage, et ce qui ne doit pas être fait par l'IA, c'est-à-dire les risques encourus sur des usages. Voilà, donc par exemple, si on prend l'exemple de l'étape livret d'expérience pour un candidat ou une candidate, le fait de copier-coller une réponse d'IA dans son livret directement en lui disant bah voilà, j'ai travaillé à tel endroit, j'ai occupé tel poste, fais-moi une descriptif de cette expérience en 10 lignes et voilà, et copier-coller ça dans un livret, c'est par exemple quelque chose qu'il ne faut pas faire dans notre guide, dans ce qu'on préconise. Par contre, écrire son expérience professionnelle, la décrire, donner ses missions, ses responsabilités, son lien hiérarchique, les objectifs qu'on a pu atteindre, etc. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, éventuellement le faire reformuler par une IA et ensuite indiquer à son conseiller qu'on a utilisé l'IA pour ce travail de reformulation et voir avec lui dans quelle mesure ce qui est produit a du sens et correspond bien à une réalité. Voilà, ça c'est une pratique qui est possible, pas forcément favorisée, parce qu'on peut faire un livret sans IA, c'est pas le sujet, mais par contre c'est possible. Voilà, donc en fait on essaie comme ça pour chaque étape et chaque public d'avoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne doit pas faire. Voilà, on a travaillé sur ce format-là. Et merci Yannick. Et une autre remarque là, de Marilyn là, qui est intéressante, qui dit ce que je comprends finalement, c'est que quelqu'un qui maîtrise bien l'outil de l'intelligence artificielle, finalement, euh, ben voilà, va produire quelque chose et obtenir une certification. Et dans le cadre du professionnel, eh bien, les organismes qui sont bien formés à l'utilisation de l'IA, les professionnels bien formés, finalement, vont gagner du temps, vont apporter aussi peut-être une plus-value par rapport à ça. Et donc, ça renvoie à l'usage et d'être formé par rapport à l'outil. Est-ce que ça va pas, il va pas y avoir, on ne crée pas encore une différence aussi entre voilà, des personnes qui savent bien l'utiliser et qui voilà, vont rapidement bien l'utiliser et aller au bout du projet, et puis des personnes encore par rapport à la technologie et autre chose, et quand je dis les personnes, je mets aussi en même temps les professionnels, hein, est-ce qu'il y a pas, on creuse pas non plus un écart par rapport à l'utilisation d'outils numériques, l'utilisation de l'IA? Je pense que en fait, l'IA arrive dans la VAE à un moment où la VAE elle-même a connu des profonds bouleversements du fait de la loi de 2022 et le fait qu'on ait une libéralisation de l'activité de VAE avec une IA qui arrive là-dessus, effectivement, est facteur de modification de traitement de la VAE par les professionnels et par les candidats. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement des candidats qui vont être plus ou moins bien outillés et on pourrait tout à fait
par exemple, imaginez voir augmenter le taux d'échec au jury du fait de la présence de l'IA, puisqu'on va avoir des gens qui potentiellement vont imaginer pouvoir faire tout seul leur livret avec une IA et au moment du jury, ben, être pris en défaut parce que l'IA aura surestimé leur expérience, elle leur aura pas permis d'avoir cette réflexivité. Donc ça, c'est un risque potentiel. Et c'est pour ça que moi, je prône vraiment la co-intelligence entre conseiller professionnel et IA. Mais voilà, ça c'est possible. Et du côté des professionnels, effectivement, on sait que l'IA va potentiellement demain, c'est pour ça que je disais qu'il y avait des développements chez les opérateurs privés, possiblement générer des asymétries concurrentielles entre opérateurs, c'est-à-dire ceux qui auront construit des services d'IA facilitant la démarche à la fois sur la phase amont de première information et de choix de certification et de faisabilité mais même aussi sur la production. Et ceux qui ne l'auront pas fait, les premiers vont naturellement capter une partie des candidats, des candidates, qui verront là un moyen plus facile, plus accessible, plus ergonomique pour démarrer leur démarche. Et pour autant, ce n'est pas forcément ces services-là qui seront les plus qualitatifs en termes d'accompagnement et de réflexivité. Donc on voit bien qu'effectivement, et c'est pour ça qu'il faut s'emparer du sujet absolument, on voit bien que ça peut générer, et côté candidat et côté professionnel, des bouleversements profonds du secteur de la VAE. Oui, une réflexion de Martine qui dit c'est bien le rôle du professionnel de l'accompagnement, hein, de l'AAP, de bien guider le candidat et ne pas lui faire croire que grâce à l'IA, le diplôme est dans la poche, bien sûr, hein, d'où l'intérêt d'être bien accompagné et bien guidé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? N'hésitez pas dans le chat. Maud aussi, si tu as des questions ou d'autres remarques, n'hésite pas. Euh, donc voilà, Oui, je merci. rebondis juste sur Oui, ce vas-y. rôle, pardon, je rebondis juste sur ce rôle de conseiller qui accompagne tout au long, sur cette co-intelligence, sur le rôle de médiation qu'on a par rapport à cet outil et de considérer cet outil comme un outil, hein, c'est-à-dire il sert quels objectifs, comment, pourquoi, qu'il y ait des allers-retours permanents et des ajustements et que le rôle du conseiller, et j'allais dire, est plein et je rejoins complètement Yannick. Je pense qu'on va voir arriver des livrets qui vont être rédigés que par de l'IA, sans qu'il y ait mise en œuvre de réflexivité, et qu'on n'arrivera pas forcément à des validations derrière, hein. Donc, que le conseiller a pleinement son rôle et doit faire avec cet outil-là. Merci. Une autre question pour dire, in fine, c'est le jury qui sanctionne, effectivement. Et comment le jury est-il formé l'intégration de l'IA dans la VE? Justement, ben voilà, par rapport à tous les usages, et ça renvoie effectivement à la formation des jurys, et notamment à l'utilisation de l'IA, de plagiat ou autre aussi. Mm. Alors, une des démarches qui pourrait faire jour et que nous, on a identifié côté université, c'est effectivement de faire de signer au départ une charte d'engagement aux candidates sur leur usage de l'IA, c'est-à-dire à la fois accepter d'être accompagnés sur cet usage et de déclarer dans leur production, notamment le livret, mais aussi au jury, leur niveau d'utilisation de l'IA. Et donc, il y a des travaux qui sont produits notamment par les Québécois avec des systèmes de pictogrammes qui permettent de dire avec 4 niveaux d'usage de l'IA, du pas du tout d'IA à beaucoup d'IA, et puis deux pictos intermédiaires. Et donc ça peut être un élément intéressant qu'un candidat se présente devant un jury en disant, bah voilà, mon livret, je l'ai fait quand même un peu avec l'IA, et je vous dis à quel niveau, et je vous dis pourquoi. Ce qui probablement peut aussi permettre au jury de dire, voilà, il y a une forme de confiance. Et ça n'empêcherait pas, pour le coup, un questionnement sur le fond et la pratique professionnelle et la compétence, mais au moins savoir que, par exemple, une partie du livret a été reformulée par de l'IA ou le tableau synoptique de correspondance au départ a peut-être été construit un peu avec de l'IA, voilà. Et, euh, et ça, voilà, ça, c'est des nouveaux sujets qui, à mon avis, vont émerger dans les mois, les années qui viennent dans le champ de la VAE.
Merci bien, en tout cas, voilà, on pourrait y discuter encore pendant un petit moment. Il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants. Juste une question sur le travail qui a été fait avec les universités sur la charte. D'une part, est-ce qu'elle est publique? Et lorsqu'elle sera publique, ça sera intéressant effectivement que, on puisse le diffuser parce que ce travail-là est intéressant et susceptible d'intéresser beaucoup de professionnels aussi, hein, justement pour, réfléchir à l'utilisation d'une charte dans les organismes. On est aux prémices effectivement, hein, dans le fonctionnement des organismes, ils ne savent pas trop, quelle attitude adopter aussi par rapport à ça, hein, d'où l'objet de ce webinaire-là. Hmm. Donc Yannick, où est-ce que sur ce travail-là, est-ce qu'il est abouti? Est-ce qu'il est publié? Alors, le travail a été finalisé. Le groupe de travail s'est réuni une dernière fois en février dernier. Donc, on a remis nos conclusions au conseil d'administration du NIFPRO, qui doit en prendre, enfin, ils en ont pris connaissance, mais ils doivent statuer dessus dans 10 jours maintenant et décider de ce qu'ils vont en faire. Donc, est-ce qu'effectivement ils diffusent, sous quelle forme, voilà. Donc, ça, c'est UNIFPRO qui aura la main. Euh, et bon, j'imagine qu'il y aura quand même des éléments qui seront rendus publics parce que c'est aussi un enjeu pour le réseau de faire valoir son niveau d'appropriation de l'IA et son intégration dans certaines pratiques. Euh, en attendant l'éventuelle publication de ces travaux-là, je vous renvoie plus particulièrement sur. Alors, il y a énormément de chartes qui sont sorties depuis 2-3 ans maintenant. Moi, je conseille particulièrement les travaux de l'Université technique Montbéliard, l'UTM, qui a vraiment fait aussi un travail par public et par. Alors, du coup, c'est pas que pour la VAE, mais je trouve que c'est intéressant la manière de formuler les choses et de se les approprier. Donc, je vous renvoie sur leur site, ils ont une présentation. Et sur la question des pictos, les Québécois, l'Université du Québec en l'occurrence, a publié un guide d'usage des pictos qui sont libres de droit, qui sont créés en Creative Commons, donc on peut librement utiliser, avec 4 niveaux d'usage. Donc, je vous invite aussi à aller les chercher sur le site de l'Université de Québec. Ça peut déjà donner des premières idées. Merci bien en tout cas pour voilà, on va mettre fin à ce webinaire. Juste quelques secondes. Merci, voilà très bien. Ça y est. Yves, si vous pouvez passer quelques secondes à remplir le petit questionnaire de satisfaction, pour nous c'est toujours riche. On se propose à la suite, en tout cas, d'être toujours en veille à Cap Métier au niveau de la VAE et notamment, voilà, de ce qui sera publié. De forme de charte ou des travaux qui seront faits et ça permettra en tout cas de vous aider. N'hésitez pas aussi, hein, en tant que professionnel à nous retourner bah voilà, des travaux, des documents que vous utilisez aussi. Ça permettra en tout cas de poursuivre ce débat-là. Donc il est intéressant. Merci Yannick, merci Merci à vous. Maud pour vos interventions. Et puis, donc, à Cap Métier, on continuera aussi à débattre sous forme de formation de webinaire aussi, hein, sur l'utilisation de l'IA en formation, en orientation, d'aide à l'emploi aussi, hein, tout au long de l'année. Bonne journée à tous. Et puis, donc, merci. Vous avez le lien vers le questionnaire qui est dans le chat. Voilà, quelques secondes pour pouvoir le remplir. Et puis bientôt sur d'autres formations, d'autres webinaires. Je cite juste qu'il y a une formation organisée par Cap Métier sur l'accompagnement VAE, mais l'accompagnement donc en présentiel avec des professionnels de l'accompagnement sur un groupe de formation. Et cette formation débute bientôt, le mois prochain, le 21 mai. Donc, si vous êtes intéressé, et je suppose qu'au cours de cette formation seront aussi discutés les différents outils, mais Maud, si tu veux en dire 2 mots, différents outils par les professionnels. Oui, alors cette formation elle est animée par Carole Lagarde. Effectivement, aujourd'hui, on met en perspective, enfin, elle met en perspective dans cette formation les différents outils et forcément quelle place peut avoir l'IA, pourquoi, comment, qu'est-ce que j'en fais, enfin voilà les éléments de posture pédagogique dont on parlait tout à l'heure. C'est pas une formation à l'IA, attention, c'est une réflexion sur la posture et le rôle de l'accompagnateur et dans ce rôle et cette posture, quelle place il y a à l'IA.
Voilà, merci en tout cas hein, pour votre participation. Voilà, hein, sur Parcours Pro, le programme de professionnalisation de Cap Métier, pour les adhérents à Cap Métier, la possibilité de suivre cette formation véritablement sur l'accompagnement et pas que sur l'IA, mais au cours de cette formation, effectivement, les différents outils aussi à disposition. Merci Yannick pour votre intervention et puis la suite aussi en termes de veille sur le site de Cap Métier concernant ce sujet-là au niveau de l'IA, de l'accompagnement VE. Bonne journée à tous. Voilà, au revoir. Bonne journée. Merci à Cap Métier pour